Europe 1 Soir. Europe 1, il est 18h41, Nicolas Poincaré. Et c'est l'heure de l'invité d'Arlette Chabot. Arlette, vous recevez ce soir Dominique de Villepin. Bonsoir Dominique de Villepin. Bonsoir. Alors, le G8, le sommet de l'OTAN, comment avez-vous trouvé, comme l'on dit, les premiers pas de François Hollande sur la scène internationale? Mission accomplie ou peut mieux faire? Je crois qu'il a fait ce qu'on attendait du président de la République, c'est-à-dire qu'il a pris ses marques, il a fait connaissance avec ses pairs, les responsables, les principaux responsables de la planète en matière internationale, au G8 et dans le cadre de l'OTAN. Il a illustré deux aspects de la diplomatie française qui me paraissent importants. Le premier, c'est la nécessité de l'action collective. On ne peut rien seul aujourd'hui sur la scène internationale. Donc, échanger dans le cadre du G8 et faire émerger cette volonté de croissance auquel nous aspirons les uns et les autres. Et puis, deuxième facette de la diplomatie essentielle, l'initiative. La France souhaite aujourd'hui se retirer d'Afghanistan, le faire en concertation avec les alliés. Et je pense que le message a été compris par nos alliés et le faire, si possible, dans le cadre d'une stratégie positive, cela reste à faire. Quelle sera la stratégie politique de la France et de la communauté internationale en Afghanistan? Comment fera-t-on pour que, au départ de nos troupes, qui une fois de plus me paraît nécessaire, comment fera-t-on pour que ce pays ne tombe pas à nouveau dans le chaos? Quelle stratégie régionale? Quelle stratégie avec le gouvernement en place afghan? Autant de lignes de force qu'il faudra dégager au cours des prochaines semaines et des prochains mois. C'est-à-dire que si on reste sur ce sujet de l'Afghanistan, François Hollande a bien fait passer son message et la France n'a pas l'air de dire « ciao, nous on s'en va parce que c'est vraiment pas praticable et on vous laisse en plan derrière ». Il a bien fait comprendre le souhait de la France, un départ qui n'est pas trop précipité. Oui, un départ de principe avec un calendrier clair. Le départ des troupes combattantes d'ici la fin de l'année et la gestion du départ complet de ces troupes et en particulier de notre effort logistique dans la durée. On ne fait pas partir autant de tanks, autant de matériel dans un délai aussi court. Donc il faut combiner tout cela, mais une fois de plus, il faut le faire dans une stratégie politique, une stratégie régionale qui reste à inventer. Le principal reproche que j'ai fait à la diplomatie française au cours des dernières années, c'est justement de ne pas avoir su appuyer la stratégie militaire sur une stratégie politique. La stratégie politique, elle était indispensable. On n'envoie pas des troupes sur un théâtre d'opération, sur un théâtre de crise, sans avoir une stratégie politique claire, constructive, qui permette d'espérer résoudre la crise auquel on s'attaque. Il y a un style Hollande en France, à l'étranger, c'est le même, il est différent. Comment vous le regardez, vous qui le connaissez bien? Aujourd'hui, on voit un tempérament. On voit un homme soucieux de collégialité, soucieux d'action collective, en même temps ferme sur les principes qu'il pose et sur les exigences qu'il pose. On ne verra si tout cela forme une nouvelle diplomatie qu'avec le temps. C'est aujourd'hui beaucoup trop tôt. Une fois de plus, la diplomatie, elle se mesure à l'aune des résultats. Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de juger des résultats. Nous le verrons en particulier à l'épreuve de ce rendez-vous de mercredi, voilà. Alors, le Conseil informel, parce que là, on rentre dans le dur. On rentre dans le dur. Est-ce que, franchement, l'élection de François Hollande, a priori, a changé un peu la donne européenne? C'est vrai que tout le monde parle de croissance. Est-ce que c'est lui? Ou est-ce que tout simplement la situation fait que, évidemment, on est obligé d'en parler un jour ou l'autre? Alors d'abord, il a le mérite d'en avoir parlé, mais ensuite, il en a parlé dans un contexte qui permet d'en parler et qui permet surtout d'espérer changer la donne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, partout en Europe, on se rend compte que la politique de stricte rigueur ou de stricte austérité rencontre des limites. Oui, il n'y a qu'Angela Merkel qui s'en aperçoit pas, alors. Elle ne s'en aperçoit pas ou ne veut pas s'en apercevoir. J'étais la semaine dernière dans un certain nombre de pays d'Europe centrale, et en particulier en République tchèque, en Hongrie et aux frontières en Serbie. On voit bien la montée des populismes partout en Europe. On voit bien que les mesures d'austérité provoquent un certain nombre de dégâts. Et puis, on voit ce qui se passe en Grèce, on voit ce qui se passe en Espagne. Aucun d'entre nous ne souhaite le chaos au sein de l'Union européenne. Tout ceci a un prix. Et les Allemands ne peuvent pas aujourd'hui ne pas constater que la croissance diminue dans leur propre pays. L'Allemagne fait l'essentiel de son commerce avec les pays de l'Union européenne. Dès lors que les Grecs achètent moins, dès lors que les Espagnols achètent moins, dès lors que les Français achèteraient moins, eh bien, il y a une contraction du commerce allemand. Donc l'intérêt de l'Allemagne, c'est que l'Europe aille mieux et donc que nous évitions le chaos à nos portes. Et tout le monde dit et répète qu'il ne faut absolument pas que la Grèce sorte de la zone euro.
Bon, mais est-ce que tout le monde le pense sincèrement ou est-ce que certains, quand même, ont dans la tête que c'est un fardeau beaucoup trop lourd, la Grèce, qui, au fond, ne représentent pas grand-chose en Europe, on aurait dû la larguer depuis longtemps? Alors, on est un peu à l'heure de vérité, parce que vous avez raison. Le poids économique de la Grèce en Europe est Très relativement faible. 2% de la PIB. richesse européenne. Néanmoins, quand on regarde un pays comme la France, nous avons 100 milliards de crédits publics et privés en Grèce. Et nous avons 30 000 emplois qui sont dépendants des entreprises françaises dans ce pays. Donc ce n'est pas rien. Et les conséquences pour notre économie comme pour l'économie européenne seraient catastrophique. Donc on est à cette heure de vérité où chacun est obligé de faire ses calculs, de faire ses comptes. Qu'est-ce que cela nous coûterait? Quelle aventure serait celle de l'Europe sans la Grèce? Parce que comment éviter la contagion? C'est très bien d'imaginer que la Grèce retourne à la drague, mais à partir de là, quelle est la situation de l'Europe? Comment est-ce que l'économie grecque peut espérer remonter la pente dès lors que 50% de sa monnaie bien serait perdue, dès lors que le pouvoir d'achat des Grecs serait amputé? Tout ceci a des conséquences. Nous sommes dans des économies fortement interdépendantes, donc nous en paierons chacun, les uns et les autres, le prix. Alors, on en parlait ici hier, les Grecs revotent le 17 juin. Et en fonction du vote, est-ce qu'à votre avis, le choix des Grecs aura valeur de référendum? C'est-à-dire que s'ils votent pour les partis extrémistes qui ne veulent pas des contraintes imposées par l'Europe, ça signifiera au fond qu'il n'y a pas d'autre choix que de sortir Il y a de fort la à zone parier euro. que ce soit un tout petit peu plus compliqué que cela. Parce que quel que soit le vote des Grecs, il y a une chose qui est sûre. Les Grecs, dans leur immense majorité, souhaitent que la Grèce reste dans l'euro. Mais ils ne veulent plus les contraintes européennes, du FMI. C'est là où on voit bien que les Grecs sont dans une situation impossible, parce que la cure d'amaigrissement qu'on leur impose est difficilement supportable. Donc aujourd'hui, ils ont un vote qui reflète cette angoisse, et qui est parfois contradictoire, parfois paradoxale. Mais en même temps, leur aspiration, c'est de rester dans la zone euro. Donc je crois qu'il faut prendre en compte cette situation, il faut prendre en compte cette aspiration. Il faut peut-être aussi que les grands pays européens fassent preuve d'un petit peu plus d'imagination qu'ils n'en ont fait dans le passé. Et c'est là où nous avons besoin de travailler avec les Allemands, parce que les Allemands ne peuvent pas se contenter de dicter une règle dès lors que cette règle n'est pas comprise et qu'elle provoque d'aussi grandes conséquences, aussi graves conséquences que celles que l'on voit. Il y a un point d'achoppement qui pourrait faire un clash, peut-être, éventuellement, mais s'il n'y a jamais de clash dans la diplomatie, c'est bien connu, mais c'est les fameuses euro-obligations. Les Allemands continuent à dire non. François Hollande dit mettons tout sur la table, et il peut être soutenu par la Commission, par d'autres pays, l'Italie, qui parle beaucoup de croissance, l'Espagne. Est-ce qu'il faut sortir du dialogue franco-allemand et chercher d'autres partenaires, comme semble vouloir faire François Hollande? Alors, il y a deux aspects dans ce débat qui est important. Le premier, c'est que on ne parle pas forcément de la même chose quand on parle d'euro-obligations. Il y a deux hypothèses. Il y a les euro-obligations qui reviendraient à mutualiser une partie de la dette européenne. Ça, c'est la version haute. Il y a la version basse, qui est de réduire les euro-obligations à quelques projets européens qui seraient partagés par l'ensemble des Européens. C'est une version plus acceptable pour les Allemands, dès lors que ce seraient des investissements d'avenir qui ne sont pas susceptibles de peser autant du point de vue de l'endettement. Mais vous avez raison, mon sentiment c'est que la France doit donner l'exemple. Nous devons commencer par nous entendre avec les pays les plus proches de nous et quelle que soit la décision de l'Union européenne, quelle que soit la décision de l'ensemble de la zone euro, eh bien travailler ensemble pour réaliser ces investissements. La France a intérêt à ce que l'Espagne aille mieux, la France, l'Italie, l'ensemble des pays du Sud ont intérêt à travailler davantage ensemble. Donc nous pouvons parfaitement donner l'exemple et avancer de façon conjointe. Alors, rapidement, sur l'UMP, vous pouvez revenir à l'UMP, comme certains le disent, vous, en fonction de quoi? Si l'UMP arrête de dériver vers la droite? Alors, ce que je souhaite, c'est que l'UMP puisse retrouver sa vocation originelle. Qu'est-ce que c'est la vocation originelle de l'UMP? C'est la vocation d'être un rassemblement républicain, humaniste, et de renoncer à la dérive droitière qui s'est fait jour tout au long des dernières années, et en particulier C'était une erreur, et ça fait perdre Nicolas Sarkozy. À mon sens, c'est toujours une erreur que de renier un peu ses origines. Soyons justes, il faut saluer ici le départ de Nicolas Sarkozy, qu'il a fait avec élégance, et qui nous laisse deux messages importants. On parlait de relations internationales, deux messages importants. Le premier, c'est que nous devons garder l'esprit de réforme, et Nicolas Sarkozy en a fait preuve sur la recherche, sur l'autonomie des universités. Il nous a laissé aussi un message important, et ne le perdons pas de vue, parce que la crise est loin d'être finie, et que par ailleurs elle est structurelle, c'est la réactivité
éviter. Nous devons rester en mouvement, nous ne devons pas nous endormir sur nos lauriers et nous devons continuer à agir. Mais je souhaite que l'UMP revienne à sa vocation et à partir de là, eh bien, je verrai au lendemain des législatives. Nicolas. Dominique de Villepin, justement pour terminer, une courte question d'auditeur, une auditrice, Katia, qui vous demande si vous avez eu Nicolas Sarkozy depuis sa défaite. Non, je ne l'ai pas eu, mais il est parti en vacances et il a bien fait. Donc je pense et si vous l'aviez, vous lui diriez quoi ? Eh bien, je lui dirais le regret que j'ai, et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs la dernière fois que je l'ai eu, juste avant la réunion de la Concorde, le regret que j'ai eu de voir que cette campagne a un peu dérivé par rapport à ce que je souhaitais. J'aurais souhaité que le cap soit davantage mis sur les questions de fond, sur les préoccupations des Français, et moins sur les fameux thèmes qui ont été mis en avant, la sécurité, l'immigration, qui constituent autant de peurs, certes importantes, mais qui ne me paraissent pas au cœur aujourd'hui des enjeux français. Et là, vous l'auriez soutenu, par exemple. Vous auriez pu appeler à voter pour lui. On ne fait pas l'histoire. Mais on y réfléchit. Donc si vous voyez Nicolas Sarkozy, c'est pour le critiquer. Vous allez lui souhaiter bonne chance aussi, peut-être. C'est pour tirer ensemble les les leçons. C'est pour tirer ensemble les leçons. Nous avons beaucoup travaillé au fil des années et ça crée des liens. Une dernière question d'auditrice, elle s'appelle Aurélie. Quand vous étiez Premier ministre, si une ministre était venue en jean, comme Cécile Duflot, vous lui auriez dit quoi ? J'ai été surpris. Donc la première réaction, c'est de se dire, tiens, elle n'a peut-être pas tout à fait bien compris ce qu'est le Conseil des ministres. Après, on se dit, ben oui, tout change. Alors pourquoi pas ? Non, je reste quand même convaincu qu'il vaut mieux s'habiller un tout petit peu pour le Conseil des ministres. Merci Dominique de Villepin. À demain, Arlette Chabot. À demain. Nicolas Canteloup dans un instant.